Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le président du Faso a entamé sa visite officielle en France en étant reçu en audience aujourd'hui à l'Élysée par François Hollande et ensuite par le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, avec lequel la question du déploiement du GIGN a été évoquée. Les quartiers de Brazzaville gagnés par une flambée de violence et désertés par leurs habitants ont retrouvé leur calme ce matin, laissant quelques stigmates sur des bâtiments officiels. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été reçu ce matin en audience par le président français, François Hollande, avec lequel il a eu des échanges sur la coopération franco-burkinabé. Il s'est également rendu à la place Beauvau pour des discussions avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. À l'issue de cet entretien, le président du Faso a évoqué la question du déploiement du GIGN. Propos recueillis par Jacques Lamissa Tarpaga, notre envoyé spécial. Le gouvernement burkinabé n'a pas été saisi sur la question du GIGN. Et selon les discussions que nous avons eues, en réalité, il ne s'agit pas d'un déploiement du GIGN, mais il s'agit d'une assistance technique de 2 ou 3 membres du GIGN pour aider la gendarmerie nationale et les forces de sécurité à la formation et à la préparation à la lutte contre les terroristes. Donc voilà de quoi il s'agit exactement, parce que nous avons marqué en tout cas notre incompréhension quant à la procédure et à la manière de communiquer sur cette question-là. À partir du moment où nous avons des accords de coopération, je pense qu'il est toujours important également de respecter les pays où nous envoyons des hommes pour travailler. Et ça, c'est très important. Nous l'avons exprimé au président Hollande et nous l'avons réexprimé au ministre de l'Intérieur. Et tout le monde a été d'accord que là, il y avait un couac et qu'il fallait rétablir les choses dans leur réalité. Il ne s'agit pas de déployer des hommes, parce qu'ils n'auraient même pas la capacité, ce serait de déployer tous les GIGN au Burkina Faso. C'est pas non plus de cela qu'il s'agissait, mais il s'agit d'une assistance donc, de 2 ou 3 gendarmes du GIGN qui vont contribuer à apporter leur apport technique à l'amélioration des conditions de travail de notre sécurité intérieure. Un nouveau bras de fer oppose les populations de Taparko à la société minière Somita installée dans la localité. Dans la nuit de dimanche à lundi, des manifestants ont érigé des barricades et incendié des pneus sur la voie menant à la mine. Une flambée de colère pour exiger plus d'investissements sociaux de la part de Somita. Yamana Koulma, Bernard Diasso, reportage à Dori. Ces actes des populations du village de Taparko témoignent leur mécontentement vis-à-vis de la société minière de Taparko, Somita. Elles exigent de cette mine des conditions de vie meilleures. La voie là, on a barré l'autre, ils n'ont qu'à arranger le village. C'est ça qu'on veut. Il n'y a pas l'eau potable, il n'y a pas bien maison ici. École là, ce n'est pas la Somita qui a construit. Allez voir le dispensaire est déjà gâté. Ce qu'on demande, ils n'ont qu'à sortir, arranger le village, l'eau potable, le dispensaire et puis à l'école, et puis de voir ce qu'ils vont faire les gens du village pour qu'ils puissent trouver leur travail. Le barrage aussi. Nous exigeons aussi la fermeture de la grande fosse de la carrière, puis le départ de certains cadres de l'administration. Déclenché dans la nuit du dimanche dernier, ce mouvement d'humeur a connu un début de solutionnement à la suite d'une série de concertations. Et quel que soit le type de revendication, on les a fait savoir que ce n'est pas dans la concertation qu'on peut trouver une solution. Et heureusement, ils ont écouté ce message, ils ont accepté de lever la barrière afin que le dialogue puisse être renoué entre eux et les responsables de la mine. Les responsables de la mine se disent aussi prêts pour le dialogue. On va discuter de tout ce qu'ils nous ont posé comme revendication. Nous sommes toujours ouverts au dialogue. C'est notre principe de base. Et nous mettons l'homme au centre de toutes nos préoccupations. Première mine privée depuis 1996 au Burkina pour la société minière de Taparko, Somita, s'entendre avec les populations est la meilleure façon d'exister.
Les arrêtés interministériels portant transfert des collectivités territoriales ont été signés hier. Ce sont 15 milliards de francs CFA qui seront transférés aux communes. Ce processus de transfert aux collectivités territoriales, qui a commencé en 2009, était jusque-là partiel. Il ne couvrait ni toutes les compétences, ni toutes les collectivités territoriales. Désormais, c'est chose faite. Roger Cam, Yolande Lompo. Cette année, le gouvernement augmente les ressources transférées aux collectivités territoriales de plus de 36%. Ce transfert de 15 milliards de francs CFA devra être effectif d'ici fin mai afin de leur donner les moyens de répondre aux attentes des populations. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement en 2009 où certaines collectivités territoriales n'étaient pas prises en compte, cette fois-ci, le transfert des ressources financières concernera l'ensemble des communes. De plus, leurs domaines de compétences ne se limiteront plus seulement à l'éducation, à la culture, à la santé, à l'eau et à l'assainissement, au sport et à la jeunesse. La signature de ces arrêtés interministériels, quatrième du genre qui intervient après celle du 29 mars passé, constitue l'un des actes majeurs de l'opérationnalisation de la politique de décentralisation du gouvernement. 15 milliards, ce montant ne couvre pas entièrement nos besoins, mais nous sommes contents que cette dotation de 2016 ait connu une augmentation par rapport aux années précédentes. Vous l'avez suivi, ce transfert est passé de 4 milliards en 2009, 11 milliards en 2015 et cette année nous sommes à 15 milliards. C'est pour dire quand même tous les efforts que le gouvernement consent pour accompagner les collectivités territoriales. En retour, les collectivités territoriales devront faire bon usage des ressources transférées et auront l'obligation de rendre compte. Concertation autour du programme national de gestion des terroirs 2, phase 3. Les membres du comité de pilotage du PNGT 2 se penchent depuis ce matin sur les activités menées l'année dernière. Elles ont été axées autour des investissements et du renforcement des capacités pour un coût de 9 milliards de francs CFA. La rencontre va aussi adopter le programme d'activité de cette année. Issa Kafando Nyarkiteda. 80% comme taux de réalisation physique pour l'année 2015. Voilà de quoi réjouir le comité de pilotage du deuxième programme national de gestion des terroirs, phase 3. 2015, année difficile au Burkina, et en dépit de cet état de fait, le programme a jeté son dévolu pour réaliser et former les acteurs au niveau des collectivités territoriales, avec à la clé d'importants investissements pour les 302 communes rurales et les 13 régions du Burkina. Nous pouvons compter près de 93 forages qui sont réalisés. Il y a également près de 200 boutiques de rue qui sont réalisées. Il y a également des pistes au niveau des zones forestières qui ont été dégagées, près de 165 km. Il y a vraiment une panoplie d'activités qui ont été réalisées, près de 9 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans le développement local en 2015 au Burkina Faso et sous la maîtrise d'ouvrage totale des délégations spéciales. C'est un résultat satisfaisant selon le président du comité de pilotage, Robert Ouedraogo, qui salue le travail abattu. Il est soutenu dans ce sens par les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, pour qui le PNGT2 dans son ensemble constitue une école. Qu'il a contribué, et là il n'y a pas de doute, nul ne peut dire le contraire, à enraciner le développement local. Depuis la première phase, le PNGT est un programme très satisfaisant. Pour l'année 2016, le PNGT2 phase 3 va poursuivre avec les investissements, mais aussi le renforcement des capacités des nouveaux élus. Le coût total du programme 2016 s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA. L'École nationale des régies financières, ENAREF, a été certifiée ISO 9001 version 2008. Ce qui donne à cette école une nouvelle dimension et à ses diplômes qui forment dans le secteur des finances. L'ENAREF a reçu hier son diplôme et son directeur général s'est réjoui de cette certification qui permettra à l'école d'être une référence dans la sous-région. Salif Belem, Claudine Bikaba. Les diplômes de l'École nationale des régies financières seront désormais reconnus à l'international. Cela vient d'être effectif avec la remise officielle de la certification aux normes ISO 9001-2008. La formation que nous faisons aujourd'hui est une formation de haut niveau qui est adaptée aux besoins de la clientèle. C'est une formation
qui fait donc de l'anticipation, parce que vous savez qu'en matière de finances publiques, les choses évoluent énormément et aujourd'hui l'ENAREF est en mesure donc d'anticiper, de savoir ce qui va se passer d'ici 2-3 ans. Il y a un engagement total de la direction de l'ENAREF quant à l'exigence de la certification ISO 9001 version 2008. Les critères les plus importants, c'est la satisfaction des clients surtout. Selon les différents responsables qui se sont exprimés, la certification ne doit pas être une fin en soi, mais plutôt le début d'un autre défi à relever. C'est également un défi parce que après l'obtention de cette certification, l'ENAREF n'a plus droit à reculer en arrière. Elle doit être un modèle sur tous les plans. Outre cela, l'on a procédé à l'inauguration d'un bloc administratif et une cafétéria qui devrait améliorer les conditions d'études à l'ENAREF. Une école qui, par cet acte, se positionne dorénavant comme un pôle d'excellence à dimension régionale. Un vœu toujours d'actualité, accorder une place de choix à la musique burkinabé dans les médias audiovisuels. Ce matin, s'est ouvert au Conseil supérieur de la communication, CES, un atelier pour donner un cadre de discussion aux artistes, aux journalistes et responsables de médias pour enfin accorder les violons autour de cette question. Paul-David Bambara, Viviane Tiendrebeogo. Ce 5 avril, l'on n'avait pas besoin d'entrer dans la salle de réunion pour connaître le sujet de la rencontre qui a lieu au Conseil supérieur de la communication. Il s'agit pour les participants de déterminer les modalités de promotion de la culture burkinabé dans les médias. Les artistes demandent le relèvement du taux de 60 à 90%. Mais nous disons qu'il n'appartient pas au CSC de s'enfermer pour décider du relèvement de ce taux-là. C'est pour cela que nous avons joué les facilitateurs en organisant ce cadre de concertation pour que de façon consensuelle, ils puissent effectivement sortir avec une décision. Au-delà de la musique, le ministre Tahirou Bari a souhaité que les réflexions prennent en compte les autres éléments de la culture burkinabé. Il y a surtout une question de volonté politique. Et je pense que si c'est une volonté de tous les acteurs d'aller dans le sens de la revalorisation de notre culture dans les médias, aucun obstacle ne va s'opposer. D'ores et déjà, le CSC s'est engagé à prendre en compte les conclusions de la réflexion dans les textes régissant les médias. De nombreux cinéphiles se sont pressés hier soir au Ciné Burkina pour voir le premier long métrage de la réalisatrice burkinabé Abibou Zoungrana. Le complot est une fiction qui dépeint une société avec cet art faite de vices, de mysticisme, de chômage et de pauvreté. Une première œuvre cinématographique qui a largement fait appel à des jeunes comédiens. Reportage Nongba Kouda Moukoun Dabiré. Prêt à tout pour parvenir à ses fins, ce super ministre, comme il se faisait appeler, a fait emprisonner injustement son chauffeur afin de s'emparer de sa femme. Mais l'intrigue ne sera pas pour longtemps. Dans la tourmente, le fameux ministre se retrouve sexuellement impuissant. Il apprendra de son marabout que le sort vient de son ex-chauffeur. Et pour retrouver sa virilité, il lui faut une fille vierge. Ainsi s'ensuit une chasse à la perle rare. Dans la manœuvre d'assouvir son désir, le ministre sera lui-même victime d'un complot orchestré par sa désormais femme, avec la complicité de son homme de main. Dans le film, il y a beaucoup de choses parce qu'on sait que ça sensibilise, ça instruit aussi. C'était vraiment intéressant. Il y a plein d'enseignements dedans. J'ai retrouvé un peu les différentes thématiques de la vie. Voilà. Premier long métrage de la réalisatrice Abibou Zoungrana, le complot se veut donc une radioscopie d'un univers social où le vice et la morale s'entrechoquent. C'est une interpellation à toutes les personnes qui ont une responsabilité au niveau politique, économique, que la fin ne doit pas justifier les moyens. Nous avons des valeurs morales et ces personnes ne doivent pas les défier. Le délégué général du FESPACO, Arju Mansouma, a félicité l'équipe technique pour la qualité de l'œuvre. Il a invité par ailleurs les cinéphiles à voir le film en projection au Ciné Burkina jusqu'au 18 avril. Les Congolais du sud de Brazzaville ont fui les combats qui sont déroulés hier et fait de nombreux dégâts. Les bâtiments de la police et d'une mairie ont été particulièrement visés des violences qui surviennent après l'élection de Denis Sassou Nguesso pour un troisième mandat.
Des milliers de Congolais fuient le sud de la capitale, Brazzaville, après une nuit de violence. Plusieurs bâtiments de la police ou encore de l'armée ont été incendiés. Le gouvernement n'a pas fourni de bilan et soupçonne des militants de l'opposition d'être à l'origine de ces attaques après la réélection controversée du président Nguesso. Il y a eu des tirs, des armes lourdes. Oui. En tout cas, on n'a pas pu dormir. Ça avait commencé au moins à 3 heures du matin comme ça. Là. Donc on n'a pas même pu dormir. Denis Sassou Nguesso a été réélu le 20 mars dernier. Un scrutin contesté par les ninjas Nsilulu, des combattants d'une ancienne faction de la guerre civile qui ensanglanta le pays de 1998 à 2003. L'affaire de l'évasion fiscale mondiale, Panama Papers, n'a pas fini de secouer de nombreux pays et personnalités à travers le monde. La France, l'Espagne et le Panama ont ouvert des enquêtes pour blanchiment suite à la révélation de ce scandale qui suscite colère et incompréhension. Au lendemain de la publication des Panama Papers, la justice panaméenne annonce l'ouverture d'une enquête sur ce dossier explosif. Une affaire sur laquelle a enquêté une centaine de journalistes à travers le monde avant de publier une liste de personnalités soupçonnées d'évasion fiscale. Le monde offshore a la particularité de se réinventer très vite, explique la directrice adjointe du Consortium international des journalistes d'investigation. Une fois qu'une faille est exposée, il y a des conseillers, des avocats très bien payés qui parviennent à la contrecarrer. Mais tôt ou tard, à l'heure du partage mondial de l'information et grâce à la ténacité et la collaboration des journalistes, il sera de plus en plus difficile de garder ce type de secret. De Berlin à Londres en passant par Paris, les journalistes d'investigation ont notamment cité le président russe Vladimir Poutine, son homologue argentin Mauricio Macri ou encore de nombreuses autres personnalités politiques du monde des affaires et du sport après avoir étudié plus de 11 millions de documents provenant du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. La plupart des intéressés démentent, mais plusieurs pays, à l'instar de la France, ont déjà ouvert des enquêtes pour blanchiment dans la foulée de ces révélations. Les quotidiens de ce 5 avril reviennent sur les 100 jours de Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir avec les avis de quelques citoyens publiés par les différents journaux. Autre sujet d'actualité, la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants. La revue de presse signée Touboum Evelyne Dabiré. Situation nationale, notre temps analyse ce qu'il appelle les 100 jours d'un président diesel. Cet avis fait écho à ceux de certains citoyens pour qui c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais cela ne pourrait justifier la lenteur de certaines actions, rapporte aujourd'hui au Faso. Les points de vue sont partagés à ce sujet et le pays publie dans ses colonnes quelques divergences. Pour certains, c'est trop tôt de critiquer la gestion du gouvernement. Pour d'autres, les choses vont rentrer dans l'ordre ou encore, j'ai trouvé le gouvernement absent. Le journal Le Quotidien, lui, revient en intégralité sur l'interview du président. Toujours en page nationale, Sidoé a fait le constat de la gratuité des soins dans certains centres de santé de Ouagadougou. Ce journal rapporte que pour le médecin-chef du CMA du secteur 30, la mesure de gratuité des soins de santé maternelle et infantile est appliquée depuis le samedi 2 avril 2016 à 0 heure. Et pour preuve, le quotidien d'État publie que Assita Kombasséré, mère d'un enfant de 17 mois, a bénéficié gratuitement des soins au CSPS de Dassasgo. DNF rappelle que la gratuité des soins est effective pour 3 régions. Il s'agit des régions du centre, des Hauts-Bassins et du Sahel, où la mesure sera expérimentée pendant 2 mois avant de concerner progressivement les autres formations sanitaires du pays. Mais le journal Le Pays émet cette inquiétude. Le gouvernement n'a pas pris le temps qu'il fallait pour sensibiliser les populations et communiquer suffisamment avant la mise en œuvre de ces mesures. Une telle opération, dans toutes les langues nationales du pays, aurait eu l'avantage de mieux situer les Burkinabés sur le contenu de ces mesures, de sorte à éviter les quiproquos qui ne manqueront pas d'être constatés sur le terrain. Mais attention aux dealers, conclut ce journal. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.